Bonjour Thierry de Montbrial. Bonjour. Vous êtes le fondateur, vous êtes le président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui est ce qu'on appelle un think tank, en tout cas, qui est un endroit où on analyse et on suit depuis 40 ans. Vous avez fondé cette IFRI il y a 40 ans. On suit depuis 40 ans les événements du monde, la géopolitique, la géostratégie. Vous avez, depuis 40 ans, conseillé ou eu l'oreille de tous les présidents de la République. Lequel vous a le plus impressionné ? Et ils sont tous impressionnants, chacun dans leur genre, mais pas François Mitterrand. Sarkozy, forcément, dans son genre. Macron, certainement aussi dans son genre. Le problème, c'est que chacun avait ses propres défauts, si vous voulez, qui souvent l'ont emporté, je parle du passé, sur les qualités. Et Emmanuel Macron, dans son genre, dites-vous, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'image de la France s'en est immédiatement retrouvée redressée. Cette image, elle souffre maintenant, ou en tout cas, Emmanuel Macron est en train de ramer un peu pour avoir le leadership en Europe. D'où vient cette espèce de transformation ? Un renouveau instantané et puis une perte de leadership ? Alors, ce qui m'a énormément frappé avec l'élection de Macron, c'est qu'en fait, il y a dans le monde, parce que je continue de voyager en permanence, une immense attente de l'Europe et de la France, beaucoup plus que ce qu'on croit. Or, la France, très franchement, avait un peu disparu des radars. Alors, oui, aujourd'hui, il y a une déception, parce qu'on espérait partout que le miracle Macron allait se prolonger dans les faits. Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Ce qui ne s'est pas passé, c'est que très rapidement, il s'est retrouvé avec les obstacles que l'on sait, d'ailleurs qui, à mon avis, sont les mêmes. Les difficultés qu'il rencontre sont exactement les mêmes qui ont fait qu'il a réussi. C'est la contrepartie. Les partis traditionnels se sont effondrés, il a anticipé ça, mais il n'a pas véritablement de majorité. C'est plutôt l'anarchie, si vous voulez, qui l'emporte. Alors aujourd'hui, si je puis dire, du point de vue international, il est sous observation. Et vous parlez de leadership. Et il n'y a pas de leadership en Europe. Il n'y en a d'ailleurs jamais eu. Même à l'époque, des grandes personnalités comme Madame Thatcher, arrivée, si je ne me trompe, en 1979, je crois, la même année que la création de l'IFRI, ou si vous regardez même Angela Merkel, il y a toujours eu l'idée de la dame de fer. Mais aucune de ces personnalités n'a exercé ce qu'on pourrait appeler un leadership. En Europe, en tout cas. En Europe, je parle de l'Europe. La France, est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte qu'il y a 40 ans ? La France ? Alors, elle est plus faible, parce que je crois qu'une politique étrangère repose sur trois piliers. Il faut bien évidemment une administration, une tradition diplomatique et une tradition militaire. Nous les avons toutes les deux. Le Quai d'Orsay et la défense. Le Quai d'Orsay et la défense, quoique avec des moyens qui n'ont jamais cessé de décliner. Deuxièmement, il faut un concept. Le général de Gaulle avait un concept, Dieu sait. Et progressivement, on a glissé vers une sorte de concept dilué, de plus en plus imprégné de néoconservatisme américain. D'ailleurs, le Quai d'Orsay a été très marqué, je crois, il s'en défend, mais très marqué par le néoconservatisme américain. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair. La position le concept français n'est plus tout à fait clair. Donc un concept dilué. Et troisièmement, et surtout, la puissance économique. Et ça, c'est ce que d'ailleurs De Gaulle, lui, avait parfaitement compris en 1958. Donc l'influence diplomatique d'un pays décroît à mesure que son affaiblissement économique... Sur le long terme, on peut faire illusion dans une période de transition, mais en ce qui concerne la France, sur le long terme, si nous ne parvenons pas à nous redresser économiquement, il est évident que notre influence continuera de diminuer. Est-ce que l'inverse est vrai ? Je veux dire, l'Allemagne, qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était un nain diplomatique, a reconquis sa puissance économique. Est-ce qu'elle est aujourd'hui une puissance diplomatique ? Précisément, non, parce que mon théorème, si j'ose dire, reste tout à fait vrai. Simplement, elle a la puissance économique. Mais pas la puissance diplomatique. Elle n'a pas la puissance diplomatique, d'une part parce qu'elle n'a pas entièrement recouvré
ses capacités antérieures dans ce domaine, et pareil naturellement sur le plan militaire, et puis aussi parce que dans une certaine mesure, elle ne le veut pas, c'est-à-dire que l'opinion publique allemande reste quand même assez provinciale. Est-ce que la diplomatie européenne, l'Europe existe, on connaît ses difficultés, est-ce que la diplomatie européenne existe? Non. Car, et ça c'est le problème que personne ne veut affronter en face, c'est que pour qu'il y ait diplomatie dans une unité politique, il faut qu'il y ait unité, identité. Or, aujourd'hui, cette identité n'existe pas. Et je crois que pour que l'on puisse arriver un jour à quelque chose qui ressemblerait à une politique étrangère et de sécurité commune, il faudrait qu'on identifie clairement quels sont les intérêts qu'on peut appeler européens. Et aujourd'hui, tout cela est un peu feutré, un peu dissimulé. Et donc, il n'y a pas de diplomatie européenne, pas d'armée davantage, puisque l'armée ne peut servir qu'une diplomatie à peu près connue et claire. D'où l'ambiguïté avec l'OTAN. Oui. Parce que la séparation, si je peux dire, tout ce qui est sérieux, sécurité, etc., OTAN, donc États-Unis, qu'on le veuille ou non, et tout ce qui est, disons, économique, social, etc., Union européenne, cette séparation devient de plus en plus gênante dans la mesure où la puissance américaine est de plus en plus impériale, et ceci au-delà d'ailleurs du phénomène Trump. Du seul Donald Trump. Ouais. Justement, à propos de Trump, il y a aujourd'hui 3 grandes puissances dans le monde. Partant du principe que vous avez défendu que l'Europe n'est pas une puissance diplomatique, il y a 3 puissances dans le monde, les États-Unis bien sûr, la Russie et la Chine. Tous 3 dirigés par des amateurs du rapport de force. Pas forcément du coup de force, mais du rapport de force. C'est ça la clé de la diplomatie aujourd'hui, le rapport de force? Alors, je ne les mettrai pas dans le même ordre, parce que clairement, aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui ont une poussée impériale. D'ailleurs, Raymond Aron lui-même parlait déjà de la République impériale. Nous avons la Chine qui a pour objectif ouvert maintenant d'être en 2049, dans 30 ans, au centenaire de la victoire de Mao, la première puissance du monde, et qui n'hésite pas à parler de puissance. Et ce sera le cas, probablement. Et ce sera très vraisemblablement le cas. Vous avez d'ailleurs derrière l'Inde qui a pour ambition d'être aussi d'ici là la 2e puissance économique de la planète, ce qui relèguerait les États-Unis à la 3e place. Quant à la Russie, elle est plutôt en déclin sur le long terme. Elle est en déclin sur tous les plans. Elle est en déclin démographique, à peine 140 millions d'habitants, je n'entre pas dans les détails, et elle est également en déclin économique. Et diplomatique aussi? Alors, la puissance de Poutine est considérable. Oui, mais nous sommes toujours dans le même théorème, c'est-à-dire qu'elle a des restes, des résidus de puissance diplomatique, assez remarquables même d'ailleurs, et militaire. Et puis d'autre part, la nature de son régime fait qu'en effet, elle est capable d'exploiter toutes les faiblesses des autres. D'ailleurs, derrière tout ce que nous sommes en train de discuter, il y a aussi tout le débat démocratie libérale versus démocratie illibérale ou démocrature. Un mot quand même justement sur ce que je disais. Est-ce que la clé aujourd'hui des rapports internationaux, c'est le rapport de force? Mais ça l'a toujours été. Plus ou moins feutré tout de même. Et plus ou moins feutré, mais ça l'a toujours été. Même à l'intérieur de l'Union européenne, j'ai personnellement toujours pensé que l'Union européenne ne pouvait poursuivre sa construction que s'il y avait un certain équilibre des forces à l'intérieur de l'Union elle-même. Et j'irais même plus loin. Contrairement à beaucoup, je considère que la question de la balance of power, de rapport des forces, et de la sécurité collective, qui sont 2 notions que généralement on oppose, pour moi elles sont complémentaires. Vous avez 40 ans, votre bébé l'IFRI. Oui, d'ailleurs, quand je dis 40 ans, tout le monde sourit. Tout le monde vous croit, non. Que sera le monde dans 40 ans? 40 ans est totalement imprévisible. Ce qui vaut, j'ai beaucoup réfléchi sur ce thème de la prévision. Il faut admettre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Pourquoi? Parce que la technologie, la révolution technologique, qui, on peut dire, a commencé dans les années 60, n'a cessé de s'accélérer. Et cela continue, cette accélération continue. Et modifie les rapports de force? Mais ça modifie tout. Par exemple, nous voyons bien que même dans ce que vous appelez les démocratures ou les démocraties libérales, elles ne sont pas non plus immunes contre ces tendances. Mais
En même temps, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions précises. Et donc impossible de prévoir ce qui se passera dans 40 ans. En tout cas, ce qu'on sait, c'est on pourrait, mais en gros... On peut tracer des grandes forces. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'IFRI, que vous avez fondé, que vous présidez, est probablement l'un des endroits où s'exerce le plus l'influence en matière de diplomatie internationale. Merci Thierry de Montbrial. Merci beaucoup.